Alors bonsoir et bienvenue au Centre de l'Universalité pour cette conférence en compagnie de Daniel Kem. La Terre est entrée dans une nouvelle phase énergétique. On sait que le nouvel âge est commencé, mais il importe de se rendre compte que ce nouveau mode de conscience n'a pas été imposé à notre planète par l'extérieur. Les énergies cosmiques ne sont que des catalyseurs faisant surgir les qualités potentielles intérieures. Qualités potentielles intérieures de l'homme, de la femme et de l'enfant nouveau. Donc on parle de nouvel âge, de nouvelle révélation, mais il faut savoir qu'il n'y a pas de conflit entre le passé et le présent, car le passé est la matrice de l'avenir. Les formes changent toujours, mais l'essence de vie qu'elles contiennent est éternelle et n'attend en fait que le moment propice pour se manifester, pour se déployer. Il ne s'agit donc pas de choisir entre les formes, mais entre les consciences. Soyons toujours prêts au changement. Rejetons nos vieux lambeaux de conscience et reconnaissons la nouveauté qui cherche à naître en nous. Soyez donc réconfortés, ne vous sentez pas seul. D'autres vous ont précédé comme vous en précéderez d'autres, vos enfants. En attendant, il s'agit de devenir pour nous, et plus que jamais, les parents de nous-mêmes. Accueillons maintenant celui qui nous transmet ce qu'il est et ce qu'il peut devenir, Daniel Kem. Daniel, tu as entendu ma petite entrée, le petit hors-d'œuvre, maintenant que le plat de résistance est là, et c'est pas péjoratif. Comment vois-tu cette mutation au niveau des parents et de l'enfant? Penses-tu que nous sommes capables de devenir d'abord les parents de nous-mêmes, de nous engendrer nous-mêmes, de nous mettre au monde nous-mêmes avant même de vouloir imposer, si imposition il doit y avoir, d'une nouvelle conscience à nos enfants? Bon, la semaine dernière, on a vu clairement que l'homme pouvait arriver à se mettre au monde. Et d'ailleurs, c'est le seul processus qui peut permettre à l'homme d'arriver à se libérer, celui où il va renaître par ses propres moyens. Dans la question que tu me poses, on pourrait, disons, élaborer sur deux réponses. La première, est-ce que l'homme devrait se mettre au monde avant d'enfanter biologiquement des enfants, de façon à transmettre son évolution par la génétique à ses enfants? Et la deuxième, est-ce qu'on peut parler de mise au monde une deuxième fois le même enfant avant ou après que les parents se soient eux-mêmes mis au monde? Alors, on a des hommes et des femmes anciennes, et lorsque nous parlons de se mettre au monde, cela veut dire passer par la phase de transition vers cette nouvelle conscience, donc devenir des hommes et des femmes nouvelles, atteindre ce degré de conscience supramentale, une conscience qui amène l'homme à connaître la planète et à connaître aussi la conscience de la planète, c'est-à-dire à connaître la galaxie dans laquelle évolue la planète. Évidemment, de premier abord, ce que je dis peut paraître extrêmement grandiose à l'homme qui est habitué à être médiocre et à l'homme qui est habitué à restreindre ses vues, croyant qu'il ne peut pas englober plus que ce qu'il a dans son expérience. Alors donc, se mettre au monde nécessite des efforts. Ça peut nécessiter de la souffrance, ça peut nécessiter du travail dans le temps. Et ce soir, on va d'ailleurs aborder un peu les deux facettes de l'autonaissance. Comment arriver à se mettre au monde? Tout à l'heure, tu parlais dans ton introduction des enfants nouveaux et des parents.
Et en janvier ou en février, de toute façon, disons prochainement, on va sans doute organiser ici un séminaire exclusivement réservé aux parents d'enfants qu'ils croient être des enfants nouveaux. C'est-à-dire lorsque les parents ont de la difficulté à vivre avec leurs enfants, parce que leurs enfants ne réagissent pas selon la psychologie conventionnelle. Leurs enfants sont apparemment agressifs, contestent tout, posent des questions qui n'ont pas d'allure dans la bouche d'enfants de cet âge, n'agissent pas comme normalement un enfant doit agir. Enfin, les parents qui, à un moment donné, ont peur de leurs enfants, si on résume, ou sont presque dramatiquement surpris. Les parents qui ont possiblement dans leur famille des enfants nouveaux qu'ils pourraient arriver à détruire, ou enfants nouveaux qui pourraient eux-mêmes détruire les parents s'il n'y a pas un ajustement qui se fait entre le parent transitif et l'enfant nouveau, biologique. Alors, on va sans doute organiser une espèce de séminaire de fin de semaine prochainement, réservé aux parents, que ce soit des familles monoparentales ou biparentales, que ce soit des personnes qui n'ont pas d'enfants mais qui ont à éduquer des enfants, des professeurs, des pédagogues, des psychoéducateurs, des oncles, des tantes, qui ont peut-être autour d'eux un enfant nouveau. Et c'est extrêmement important de comprendre la psychologie de cet enfant nouveau dans une phase transitive de l'évolution. Parce que lorsque la semaine dernière, on parlait de l'enfant nouveau qui, à un moment donné, va naître en vague sur la planète Terre, surtout dans le Québec ésotérique, cet enfant qui va naître lorsqu'il y aura une conjonction planétaire qui exclura les nuages astraux de la région du Québec, on a élaboré un peu sur la psychologie qu'aura cet enfant. Mais présentement, comme je disais aussi la semaine dernière, c'est qu'on a besoin d'aide. Alors, c'est donc normal que certains enfants totalement nouveaux naissent présentement alors que ce n'est pas le temps de l'apothéose de l'homme nouveau. Et ces enfants nouveaux vont évidemment souffrir, vont devoir traverser les nuages karmiques, les nuages sociaux, les nuages collectifs, les nuages, disons, anti-hommes nouveaux que la société crée. Et ils seront... Vous savez, lorsque moi j'ai traversé ces nuages, j'étais plus tout à fait un enfant. Disons, j'ai commencé à traverser vers l'âge de 12 ans. Mais on a des enfants qui vont et qui sont déjà en train d'essayer de percer. Ils ont 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans. Alors évidemment, c'est souffrant. C'est dur. C'est extrêmement pénible pour un enfant d'essayer de traverser un nuage qui va être renforcé par ses éducateurs, par l'école, par la société, par ses parents, évidemment par ses amis. Alors, il y a un travail à faire en fonction de ces enfants, travail au niveau des parents, et ce genre de travail, on ne peut pas l'expliquer clairement en conférence pour la simple raison qu'on a 2 heures de conférence et on arriverait à élaborer quelque peu sur les mécanismes de l'harmonisation entre le parent qui a mis au monde un enfant nouveau, mais cela pourrait amener les parents à tenter des expériences sur leurs enfants suite à la conférence, alors qu'ils n'auraient pas nécessairement compris le mécanisme et l'importance des choses qui sont en jeu dans l'éducation, entre parenthèses, disons, de l'enfant nouveau. Alors, c'est pourquoi je vais sans doute faire un séminaire sur cet enfant nouveau, séminaire que je vais d'ailleurs faire avec un médecin qui est pédiatre et avec d'autres personnes, des professeurs de PMC, disons, qui sont eux-mêmes parents. Et on va élaborer plus profondément sur les mécanismes de l'harmonisation ou de la résonance entre le parent et l'enfant nouveau. Alors, qu'est-ce qui fait qu'un enfant est dit nouveau? Est-ce que c'est pas dans sa faculté de répondre différemment à la sollicitation de l'énergie nouvelle, en fait? Est-ce que c'est pas ça? Disons que le premier mécanisme apparent chez l'enfant nouveau, c'est sa faculté incroyable de manipuler l'extérieur. L'enfant nouveau va être capable de manipuler ses frères et sœurs, il va être capable de manipuler ses parents, ses professeurs, il va être capable de faire des dépressions nerveuses à beaucoup de personnes sans que cela ne le touche. L'enfant nouveau, on va essayer de lui faire comprendre quelque chose en essayant de le culpabiliser. Et on va créer une personne qui va haïr, au lieu d'aimer dans la honte, comme l'enfant ancien. Est-ce que ça veut dire que dans cet enfant nouveau, disons que l'esprit, lui, n'accepte aucun statu quo,
Aucune forme traditionnelle de ce qu'impose la société en général? Est-ce que c'est ça qu'il conteste? C'est-à-dire que la contestation de l'enfant nouveau, c'est la lutte qu'il va avoir à vivre entre lui réel et lui qu'on essaie de lui imposer. Donc, on essaie de ramener l'enfant nouveau à l'enfant traditionnel, un enfant qui devrait agir selon la psychologie contemporaine ou selon la psychologie sociale actuelle. Tandis que entre ce qu'on veut imposer à l'enfant nouveau et ce que l'enfant nouveau lui-même veut exprimer de lui, de sa conscience d'esprit, de sa conscience supramentale, disons, qui est le premier palier de l'esprit, il va naître une lutte qu'il va soit gagner, soit perdre. Mais l'enfant nouveau, lorsqu'il perd, il se suicide. Il ne peut pas vivre. L'enfant nouveau peut devenir un très, très, très puissant criminel. Pour la simple raison que pour lui, il n'y a pas le mécanisme de l'amour psychologique chez l'homme. Alors automatiquement, l'enfant nouveau, si on ne le laisse pas arriver à pleine expression, il va parfaire, disons, à moitié l'expression même de son esprit, ce qui fait qu'il va comprendre qu'il doit être efficace, ce qui fait qu'il va comprendre que lui a une importance, ce qui fait qu'il va comprendre qu'il peut manipuler l'extérieur et qu'il se doit de manipuler l'extérieur, parce que de toute façon, s'il ne le fait pas, il va être manipulé par l'extérieur. Alors, s'il ne comprend pas l'écologie importante du système d'évolution sur la planète, il va être capable de travailler contre l'homme. Donc il ne fait aucun compromis parce que pour lui c'est une question de survie. Exactement. Un enfant nouveau qui ne vient pas à plénitude est un monstre qui va travailler contre l'humanité. Alors il y a donc une raison, il y a donc un travail extrêmement important, presque urgent, à ce que les parents, même si les parents ne sont pas totalement dans cette conscience, même si les parents ne comprennent pas totalement les mécanismes qui régissent la psychologie de leur enfant, c'est vital que les parents arrivent quand même à s'adapter à l'enfant et à laisser cet enfant, non pas devenir un enfant traditionnel, mais à le laisser manger avec ses mains, à le laisser s'habiller comme il veut, à le laisser parler lorsqu'il faut parler, à le laisser faire plusieurs choses, tout en essayant, la seule façon d'éduquer un enfant nouveau, c'est de fonctionner par l'intelligence. Et la majorité des parents n'ont pas suffisamment de potentiel d'énergie mentale pour avoir la patience de créer de l'intelligence dans la communication avec l'enfant nouveau. Autrement dit, on doit expliquer à l'enfant les raisons écologiques, conséquentielles ou intelligentes du pourquoi il devrait faire quelque chose ou du pourquoi il ne devrait pas le faire. Et ça, lorsqu'il aura compris l'intelligence d'une action, automatiquement il le fera. Mais on ne peut pas plier un enfant nouveau de façon à ce qu'il fasse des choses qui ne sont pas comprises par son intelligence, par sa conscience, il ne les fera pas. Il va être hypocrite et il va découvrir très rapidement que l'homme est un être psychologique qui est facilement manipulable, malléable, qu'on peut facilement modeler, et il va manipuler constamment à l'extérieur, d'une façon qui pourrait laisser dire aux parents, il est presque satanique. Il fait mal à sa sœur, puis il s'en fout. Quand il a besoin de quelque chose, il est fin, quand il l'a, il l'envoie promener. C'est tout à fait normal parce que c'est ce que les adultes font sur lui, mais les adultes ne s'en rendent pas compte. Si l'enfant accepte de se déformer complètement pour plaire à l'adulte, l'adulte lui donne des cadeaux. Si l'enfant n'accepte pas de se déformer, l'adulte le chicane. C'est ce que lui fait aussi avec sa sœur. Mais lui va le faire sans jamais avoir de remords. Le seul remords que l'enfant nouveau va connaître, c'est celui que le parent va essayer de cultiver chez lui. Et à un moment donné, ce remords va se retourner en révolte, en haine, et l'enfant nouveau va couper complètement les liens avec l'homme ancien, avec ceux qui sont dépassés dans son langage à lui, avec les autres, avec ceux qui ne comprennent rien, avec les retardés. Ça, c'est les adultes, c'est toute la société qui l'entoure. Alors évidemment, l'enfant nouveau a un potentiel incroyable de développement. On doit le laisser embarquer dans son couloir d'évolution et le suivre jusqu'au bout. On aura un allié formidable. Sauf que l'adulte, le parent, qui n'est pas en affinité vibratoire avec la nouvelle conscience, ne pourra pas comprendre le cheminement de cet enfant. Donc c'est un réformateur dans l'essence même. Il vient, ou cette conscience, ou cet esprit se manifeste pour réformer, pour transformer les choses. Et le danger qu'il pourrait y avoir, c'est que, vu qu'il est doté d'une intelligence ou d'un mental supérieur, au moins à l'état d'embryon,
ce même mental peut justifier n'importe quelle action chez lui. L'intelligence peut justifier n'importe quoi. Exactement. Donc, on a intérêt à ce que ça soit bien drivé. Oui. Les enfants, d'ailleurs, regardez que c'est le même phénomène pour l'adulte transitif qui, à un moment donné, comprend un palier de formes, de raisons d'évolution au niveau planétaire, mais il ne comprend pas la totalité des mécanismes. Comprenant une partie de ces mécanismes, s'il ne veut pas poursuivre et s'il n'a pas la patience d'attendre avant d'agir, d'attendre d'en savoir plus, il va automatiquement agir d'une façon dramatique pour lui. C'est-à-dire qu'il sera récupéré par la conscience collective, par l'astral planétaire. C'est une personne qui, parce qu'il croit qu'il est exploité, parce qu'il découvre la manipulation, c'est quand même l'un des premiers mécanismes qu'on enseigne au niveau de la conscience nouvelle, la manipulation chez l'homme, et l'homme doit arriver à comprendre ces mécanismes de manipulation pour se désassujettir des manipulations inintelligentes, absurdes de l'astral collectif, donc de la psychologie collective, de la conscience collective. Lorsque la personne comprend ces mécanismes, elle s'imagine, à un moment donné, qu'elle n'est plus manipulée par quoi que ce soit. Alors, lorsqu'elle voit un prêtre apparaître, elle gueule dessus, elle change de rue, elle veut rien savoir parce qu'elle s'est fait tellement charrier par la religion, par exemple, ou par une forme de spiritualité, que là, elle ne veut plus rien savoir. Alors, lorsqu'elle voit un prêtre, elle saute dessus. Elle est totalement manipulée. Parce qu'on a juste à mettre un prêtre devant elle pour changer complètement son action psychologique. Donc, elle reste totalement assujettie, sauf qu'elle est dans l'état de révolte, ce que l'enfant nouveau va vivre. Alors, elle ne pourra pas comprendre parce qu'elle va aussi, moi je lui dis, tu devrais respecter le prêtre pour la simple raison que ce qu'il fait comme travail a une importance vitale au niveau de la planète. La personne va me dire, ils nous ont assez fourrés, assez charriés. C'est ça. C'est qu'elle comprend une partie d'un mécanisme sans voir la raison intelligente du pourquoi cela a été. Elle arrive à voir que cela n'est plus nécessaire pour elle, mais elle ne voit pas qu'elle en est là parce qu'elle a eu ça. Alors, si un jour, un mécanisme te manipule suffisamment qui te met en colère, tu finis par être écœuré, et à un moment donné, le mécanisme t'amène à être écœuré d'être écœuré, et tu casses. Si tu détruis ce mécanisme-là, parce que ce mécanisme t'a manipulé pendant 20 ans, tu interdis à tous ceux qui n'ont pas encore été manipulés par ce mécanisme d'arriver au même état que toi. Autrement dit, si on élimine présentement tous les mécanismes de frein, ou apparemment de frein, qui nous ont nui apparemment, on empêche le reste de l'humanité qui n'est pas aussi énergétiquement conscient que nous d'arriver à la même conscience que nous. On va dire au monde, non, j'ai passé par là, comme les parents font. J'ai passé par là, passez pas par là, croyez-moi, je vous le dis. Rien à faire, ça ne peut pas fonctionner. Alors, tu dois être capable, à un moment donné, dans ton évolution consciente, l'enfant nouveau va finir par être capable de démolir une religion. Mais il doit comprendre qu'il ne doit pas le faire. Il doit être capable de renverser un gouvernement. Mais il doit savoir qu'il ne doit pas le faire. Et l'enfant nouveau a une conscience, lorsqu'il sera adulte, suffisamment déployée pour pouvoir démolir n'importe quelle forme dans la société. Et si on ne le laisse pas se développer comme il doit l'être, il ne comprendra jamais qu'il ne doit pas le faire. Et lorsque tu dis démolir, il l'a démoli dans son mental, sans être pour cela obligé de passer aux actes physiques. Autrement dit, si quelque chose fait obstacle à ma liberté d'esprit, je peux toujours m'attaquer à la personnalité. Je peux refuser l'ego d'une personne, mais je peux toujours reconnaître son esprit ou sa personne réelle, sans pour cela démolir l'esprit qui existe dans cette personne. Au niveau mental. C'est ce qui va arriver si l'enfant peut suivre son cheminement. Mais si on le bloque dans son cheminement, il va démolir toute la forme. Et non pas seulement les mécanismes qui l'assujettissent à la forme, lui. À commencer par les parents, peut-être. C'est les parents qui vont manger le plus gros char de problèmes. Suite à cela, ou en même temps, ce sera le professeur à l'école. Parce qu'il faut bien comprendre que si vous avez un enfant qui est moindrement intelligent, que vous trouvez intelligent, mais qui a zéro à l'école, qui veut rien savoir, qui comprend rien, qui fait l'école buissonnière, qui fait tout, possiblement un enfant nouveau. Parce qu'à l'école, apprendre la géographie, parce que plus tard, ça va être utile, l'enfant nouveau vit l'instant beaucoup plus présent que l'adulte. Alors plus tard, c'est quoi pour lui? C'est inexistant. Mais si on lui explique immédiatement l'intelligence, qu'on ne fait pas à l'école, on n'explique pas l'intelligence. Tu as des notes, c'est un critère de compétition, tu as des copies à faire, ou tu as le directeur, ou tu as on te met un peu en dehors de l'école quelques jours de temps, tu as les punitions des parents. Ça, c'est l'intelligence du pourquoi tu devrais apprendre la géographie.
Parce que si tu ne l'apprends pas, ça va faire mal. Et si tu l'apprends, ben, on va donner des becs. Mais chez l'enfant nouveau, ça, c'est pas des raisons qui ont de l'allure. Il est prêt à souffrir parce que la souffrance physique est beaucoup moins imposante que le fait de mettre des énergies dans quelque chose qui, pour lui, n'a pas de valeur. Alors, ce qui fait que la majorité des enfants qui ont de la difficulté à l'école, et la majorité sont des enfants qui sont supérieurs à la collectivité de jeunes qui restent à l'école. Alors, on a évidemment des supermentaux. Les supermentaux, ce seront les enfants qui vont être capables de comprendre les mécanismes de l'école, qui vont avoir une vision dans l'avenir. Bon, ils veulent être ingénieurs, ils veulent être médecins, pilotes, astronautes. Bon, quelque chose. Ce sont des supermentaux, mais ils n'ont pas de conscience supramentale. Ils ont une conscience hypermentale. C'est-à-dire que leur intellect est développé à un très haut niveau suite à des mécanismes génétiques et à des mécanismes de milieu. C'est-à-dire que les parents sont sans doute des êtres qui ont aussi une conscience hypermentale. Ils sont professeurs, ils sont médecins, ils sont ingénieurs. Enfin, normalement, ils vont avoir un métier qui peut teindre l'enfant. Cet enfant hypermental est capable d'analyser logiquement, d'une façon intellectuelle, beaucoup de mécanismes. Ça peut faire un savant, un professeur, dans le sens du savant, du génie inventeur, mais il a une conscience hypermentale, il n'a pas de conscience supramentale. Autrement dit, il a un gros mental développé, mais ce mental reste assujetti à l'ego, à ce que l'ego veut avoir, et au plaisir d'exprimer le mental, donc au plaisir d'exprimer de la science, au plaisir de jouer avec des chiffres, au plaisir d'inventer un nouvel avion, qu'elle vole, qu'elle ne vole pas, c'est pas grave. Tandis que la conscience supramentale, lorsqu'elle invente un avion, l'avion vole, et elle n'a pas de plaisir à inventer l'avion, elle en fait un parce qu'elle en a besoin d'un. Chez l'enfant qui va à l'école, qui est intelligent mais qui ne fout rien à l'école, il n'a pas de cette conscience hypermentale, c'est sans doute un enfant nouveau, qui a une conscience embryonnaire supramentale, étant donné que son corps physique n'est pas suffisamment développé encore pour lui permettre une neuronique suffisamment puissante pour exprimer cette énergie. Donc, il a quand même une psychologie relativement infantile, mais qui n'est pas en accord avec la psychologie infantile conventionnelle. Alors, il faut faire extrêmement attention avec ce genre d'enfants, pour la simple raison que ce sont des alliés efficaces. Il faut bien comprendre que chaque fois, lorsque vos parents vous ont mis au monde, ils vous ont créé supérieur à eux. Et ça, ce n'est pas parce qu'ils le voulaient. La majorité de vos parents, tout le long de votre éducation, ont tout fait pour que vous restiez inférieur à eux. L'adulte n'a rien à apprendre d'un enfant. Dans la psychologie conventionnelle, évidemment, parce que chez l'homme nouveau, l'enfant, c'est le maître de l'adulte. Lorsque, génétiquement, on vous a créé, tout ce qui était réussi dans le corps physique des parents a été transmis chez vous. Et les lacunes des deux ont été habituellement, la majorité de ces lacunes ont été éliminées chez vous. En plus, vos parents avaient une conscience mentale, une conscience expérientielle mémorielle, beaucoup plus haute que leurs parents au même âge, parce qu'ils avaient des médias d'information plus rapides, la science évoluait. Alors, ce qui fait que vous, à l'âge de 5 ans, à l'âge de 7 ans, vous avez appris des choses que vos parents, à l'âge de 7 ans, n'apprenaient pas. Les autres apprenaient encore comment travailler le bois, comment nourrir les enfants. Certains d'entre vous ont vécu ce temps, mais vous avez appris beaucoup plus à 7 ans que vos parents à 7 ans. Donc, à l'âge de 12 ans, vous connaissiez beaucoup plus de choses que vos parents à 12 ans. Et c'est normal. Et possiblement même qu'à l'âge de 12 ans, vous aviez presque autant de connaissances mémorielles, disons que vos parents ont 40 ans, que vos parents en avaient lorsque les autres avaient 30 ans. Ce qui fait qu'à 14 ans, vous avez peut-être autant de psychologie de vie que vos parents à 45 ans. Alors, automatiquement, vos parents, lorsqu'ils vous parlent, il y a une révolte qui se fait entre l'enfant et l'adulte pour la simple raison que l'enfant a presque le même âge expérientiel, même s'il n'a pas vécu, il prend l'expérience des parents. Il a la possibilité à l'école d'apprendre des choses que les parents n'ont jamais appris. S'il regarde la télévision, ce que les parents au même âge n'avaient pas, il apprend plus. Il a des livres drôlement mieux faits, beaucoup plus scientifiques, beaucoup plus adaptés. Alors, automatiquement, à 20 ans, vous étiez plus avancé que vos parents à 60 ans. Et cela a toujours été comme ça. C'est de cette façon que l'humanité a pu évoluer dans le temps. Sinon, cela aurait été absurde. Si on crée des enfants identiques aux parents, il n'y a pas d'évolution. Et si on crée des enfants inférieurs aux parents, il y a une évolution. L'enfant nouveau qui vient au monde peut venir au monde suite à
une procréation faite par des parents qui n'ont pas nécessairement la conscience supramentale. Ce peut être des parents en phase transitive ou ce peut être des parents qui biologiquement ont suffisamment d'évolution dans le corps physique pour créer un corps physique qui peut recevoir une conscience supramentale. Donc, les parents peuvent complètement être exclus de cette conscience, même s'ils mettent au monde un enfant supramental, un enfant nouveau. Alors, évidemment, le fossé de génération ne devient plus un fossé de génération, ça devient un fossé de conscience. L'enfant qui vient au monde fait partie d'une nouvelle race, tandis que les parents qui l'ont enfanté font partie de l'ancienne race. Du vivant, le parent peut passer à la nouvelle race, et à la naissance, l'enfant biologiquement, vitalement et astralement et mentalement fait partie de la nouvelle race. Il devra la finaliser par un contact supramental à un moment donné, cela n'est pas donné à la naissance, mais automatiquement, l'enfant est plus évolué que les parents. Alors, c'est tout à fait normal que l'enfant puisse enseigner aux parents. Mais de quelle façon l'enfant enseigne aux parents? Il n'enseigne pas aux parents comme un maître. Il va simplement dire aux parents, ta chambre est un vrai bordel, fait que quand elle sera faite, je ferai la mienne, puis il s'en va. Ça, c'est une éducation qui est réelle. Il brise des formes, puis il brasse. Bon. Et lorsque vous dites que vos enfants brassent de la merde, pensez que c'est vous qui brassez. Vous ne direz plus ça. Lorsque on veut faire quelque chose à l'enfant, puis que l'enfant, il n'y a rien à faire, lorsque, à un moment donné, je connais un enfant qui va à l'école, qui a 14 ans, et puis ça lui tentait pas d'aller à l'école cette journée-là, s'est assis sur sa chaise, et puis elle a commencé à fixer son prof. Elle le regardait dedans les yeux, simplement. Et le prof a vu la personne, l'élève, il a regardé ailleurs, il a essayé à un moment donné de tenir l'élève. Ça, il n'aurait jamais dû. Au bout de quelques secondes de maintien, il a fallu qu'il mette l'élève dehors de la classe. Mais là, l'élève n'a pas compris. Je m'en vais dehors de la classe parce que lui, il a une psychologie trop faible. Fait que l'élève s'est fait charrier, ramassé ses livres, il a tiré partout sur le prof, puis il est sorti. Alors, on va dire que c'est un enfant qui est compliqué. C'est un enfant qui est dangereux. C'est un enfant qu'on ne veut pas avoir à l'école. Il a fixé le prof. C'est tout. Puis cet enfant-là a fait peur au prof, puis le prof l'a mis dehors. C'est fréquent. Alors, de quelle façon s'ajuster à l'enfant? Mais il faut accepter de jaser, puis il faut accepter d'en apprendre sur notre caquet. Lui aussi va en apprendre. La faculté qu'a l'enfant nouveau, c'est que s'il dit quelque chose sur votre compte, puis qu'il a raison, et que lui aussi fait partie de ce qu'il vient de dire, parce que l'enfant nouveau apprend par la parole. C'est une grande gueule. Évidemment, il a de l'orgueil, parce qu'il reste encore présentement un humain qui n'a pas une conscience supramentale, une conscience nouvelle totalement exploitée. Mais lorsqu'il s'en ira, il va se rendre compte que lui aussi vivait la même chose que celui à qui il a parlé, il va le changer. Alors, n'essayez pas de lui dire que lui est pareil. C'est pas une raison intelligente pour qu'on s'excuse. T'as de la moutarde sur la moustache, toi avec, ah, c'est correct. Compris de moutarde personne. C'est ça qui se passe chez l'homme ancien. Hier, là, t'as ben trop parlé, ben toi aussi t'as trop parlé. Ah, c'est une maudite bonne raison, ça. C'est correct, je retire ce que j'ai dit, parfait, tout le monde est content. Ça règle rien. S'il y a eu un problème, même si les deux l'ont fait, le problème est là. Lorsque l'enfant nouveau, instruit par un mécanisme violent, parce que l'enfant nouveau, présentement, fonctionne par, disons, apparemment violent pour l'homme ancien, alors il lui dit quelque chose, et si lui se découvre là-dedans, pas besoin d'y dire, parce que là, il y a une guerre d'ego qui va commencer. Mais lui, il s'arrange avec ses affaires. Alors, il faut faire attention. Mais d'ailleurs, c'est extrêmement compliqué, et je pourrais passer la soirée à donner des détails sur les mécanismes même qui font que le petit maudit du voisin, là, il est peut-être un être plus évolué que toi. Dans un cadre tout à fait, disons, débile. La société actuelle. Pour lui, cette société, elle est débile. Pour lui, elle ne fonctionne pas, il ne sait pas où aller, il va avoir une vue, c'est toujours plate, fait qu'il s'organise pour arrêter de penser. De quelle façon l'enfant nouveau cesse-t-il de penser? Ben, vous le savez, on a inventé pour lui, et d'ailleurs les mécanismes astro-planétaires s'arrangent pour donner aux hypermentaux la faculté d'inventer des mécanismes matériels pour empêcher les supramentaux de pouvoir évoluer. Ça fait partie des plans d'évolution planétaire expérientiels pour l'instant. Alors on a inventé le promeneur qui s'appelle Walkman, et on leur fout ça sur les oreilles. Alors comme ça, ils se coupent complètement de la conscience de l'environnement. Alors ils sont dans leur propre tête, ils s'oublient complètement et ils ne pensent plus. Ces enfants nouveaux-là deviennent dangereux. Évidemment, ça se vend et on vend. Les deux mécanismes de la naissance. Les enfants ne devront pas être là.
parce que je sais comment ça fonctionne. J'ai enseigné assez souvent à des enfants et j'étais un des rares professeurs. J'enseignais pour les loisirs de Montréal-Nord, de Ville d'Anjou, de Pointe-aux-Trembles. J'étais un des rares, sinon le seul, à exclure les parents des cours que je donnais. Les parents venaient le soir, ils accompagnaient leurs enfants. Et puis, c'était des cours, disons, de judo, mais moi, c'est un judo éducatif. Et puis, les parents s'assoyaient sur le banc. Et puis là, tu fais faire une roulade à un petit jeune, il a fait un petit peu tout croche, fait que tu lui expliques, il recommence encore tout croche, fait que là, la mère se sent vexée, fait que là, fais ce que le professeur te dit, là! Puis là, le petit gars, il est plus capable pantoute. Puis à un moment donné, là, la mère, elle vient sur le tapis avec ses souliers à talons hauts, passe sur le tapis pour aller chicaner le petit jeune qui parle avec l'autre. Parce que ça perd la face. Puis il y a un petit jeune de 6 ans, c'est normal que ça jase, ça écoute pas le prof. Fait que là, moi, je mets les parents dehors, je leur ai fait des bancs à l'extérieur, ils s'assoyaient là-dessus, puis là, ils attendaient. C'est le seul moyen. Imaginez-vous si on réunit les deux dans un séminaire sur l'harmonisation. Lorsque les parents disent telle chose, ils ne sont pas corrects. Là, tous les enfants, ah, je te l'avais dit. Bon, ça commence bien. Lorsque les enfants font, ah, je savais. Fait qu'il n'y a plus rien à faire. Alors, à un moment donné, je vais parler à des enfants, et puis on va bien s'entendre. Ils vont bien s'entendre avec les parents aussi après. Ils vont comprendre les parents. Fait qu'il va arriver d'écologique avec les parents. Les deux mécanismes de la naissance. La naissance, premièrement, c'est quelque chose qui se fait tout seul. Il y a une nuance que je vais apporter ce soir sur un mot qui s'appelle action. Est-ce que l'homme a la faculté d'agir? Dans différentes conférences que j'ai faites antérieurement, j'expliquais que l'homme n'avait pas de libre arbitre. J'ai fait différentes conférences, dont la destinée et le libre arbitre, drame humain, trame cosmique, c'est une autre conférence sur le libre arbitre et la destinée. Et je faisais allusion aux personnes qui ne croient pas à la destinée implacable, aux personnes qui croient avoir un libre arbitre. Je suis convaincu que dans la salle ici, plusieurs croient avoir un libre arbitre. Et parmi ces personnes qui croient avoir un libre arbitre, il doit y en avoir plusieurs qui vont se faire tirer aux cartes de temps en temps pour connaître leur avenir. Alors, si on veut connaître son avenir, c'est qu'on croit qu'il n'y a pas de libre arbitre. Parce que si l'avenir est déjà dessiné, on n'a pas de libre arbitre. Et chaque fois que l'avenir ne leur plaît pas, ils se disent « Ah oui, mais on peut influencer. » Alors, si on peut influencer consciemment, on peut donc influencer inconsciemment. Donc, ça ne sert à rien de connaître l'avenir. Parce que vu qu'on l'influence de toute manière, l'avenir qu'on se fait tirer aux cartes n'arrivera jamais. L'homme ancien a plusieurs mécanismes qui sont contradictoires de cette façon. Lorsque l'homme veut naître, lorsque l'homme ancien essaie de vouloir agir, il ne peut pas agir. Il ne peut qu'accomplir. Et il y a une nuance majeure entre ces deux termes. Lorsque l'homme croit faire une action, il ne fait en réalité que réagir à une réaction cosmique que lui ignore totalement par le peu d'envergure qu'a sa conscience, et le premier stimuli de cette réaction cosmique qui parvient à sa conscience, il l'appelle action. J'explique plus amplement dans le séminaire PMC que je donne. Je vais essayer de contracter ici pour que vous puissiez comprendre, parce que disons que ce n'est pas sur ce thème que je veux m'avancer ce soir, mais c'est nécessaire qu'on essaie de comprendre un peu. Lorsque vous faites une action, vous faites toujours une action pour une raison quelconque. On ne fait pas une action pour rien. Il y a toujours quelque chose qui nous fait faire ce que vous appelez une action. Je bois, j'ai décidé que je buvais. Alors, je décide que je ne bois pas. Alors, je ne suis pas manipulé. Si je décide que je bois, je crée une action. Mais je bois parce que j'ai soif. C'est une réaction que je fais. Si je n'ai pas conscience de la soif physique, elle me manipule à boire. Et n'ayant pas conscience de ma cosmie physique, je crois que j'agis. Pour me prouver que le physique ne me manipule pas, je dis je ne bois pas. Je ne bois pas, pourquoi? Pour me prouver que le physique ne me manipule pas. Donc, parce que je pense que le physique me manipule. Donc, je réagis encore une fois. Quel que soit ce que l'homme fait, l'homme réagit. Je réagis.
Autrement dit, tant que l'homme agit en fonction de sa mémoire, il n'est pas dans l'action, il est dans les activités de son mental, mais il y a une grosse différence. L'homme va commencer à agir pleinement lorsque l'homme se rend en contact totalement avec la conscience supramentale, et encore dans cette forme d'action, l'homme va agir dans un seul couloir où seule l'intelligence peut passer, ce qui fait que l'homme intelligent n'a pas le choix de choisir la solution la plus intelligente. Alors, veut pas, l'homme reste manipulé, mais par l'intelligence, au lieu d'être manipulé par l'expérience pseudo-sécurisante de son expérience manquée. Bon. Lorsque vous accomplissez quelque chose, cela veut dire que vous êtes dans une énergie réactionnelle cosmique. Cela veut dire que lorsque vous vous habillez, ce soir, vous êtes vêtu un peu plus chaudement. Est-ce que c'était une réaction ou est-ce que c'était une action suggérée par votre intelligence? Vous vous êtes habillé parce qu'il faisait froid, et vous vous êtes habillé parce qu'il faisait froid parce que vous ne vouliez pas geler, et mettez-en des choses, mais vous avez réagi. Mais vous avez réagi d'une façon plus intelligente que celui qui dit « moi, j'ai prouvé que je ne suis pas manipulé, je sors tout nu. » Lui, il réagit au stress psychologique d'être assujetti. C'est facile. Le même mécanisme va faire en sorte que je vais rencontrer un de mes amis, puis je vais lui dire « Tu es capable de casser la vitre de l'école qui est là? » Puis il me dit « je suis capable, c'est sûr. Mais casse-la donc, ça sert à rien. Pissou, ok, cling, bon. » Fait que là, pour me montrer qu'il n'est pas pissou, il casse la vitre. Il a tellement peur que je pense qu'il a peur qu'il casse la vitre. C'est un pissou. Lorsque vous faites l'antithèse, lorsque vous allez à l'encontre d'un mécanisme pour vous prouver que vous n'y êtes pas assujetti, vous êtes totalement assujetti. Accomplir quelque chose, cela veut dire terminer dans le vent. Cela veut dire que lorsque le nuage décide de lâcher son eau sur la Terre, il n'agit pas, il accomplit. Il accomplit un mécanisme mécanique planétaire qui l'oblige à le faire. Lorsque l'homme transitif parvient à la conscience nouvelle, il ne peut pas agir. Vous ne pouvez pas décider d'être un homme ou une femme nouvelle. Vous pouvez l'être. L'être, cela veut dire l'accomplir. Si on prend juste une parole du Nazarien qui dit « tout est accompli », il n'a rien fait, malgré que toute l'humanité se met à genoux devant un homme qui se serait sacrifié pour l'humanité, qui se serait donné, et lui finit en disant « tout est accompli ». Il n'a rien fait. Il a simplement suivi un cheminement qui était logique et plausible pour lui, et il a suivi le cheminement le plus facile pour lui. Maintenant, ce cheminement apparaissait pour l'homme extrêmement dangereux parce que ce cheminement n'était pas un cheminement d'homme ancien. La naissance, on peut l'accomplir. Et lorsque, dans certaines conférences ou lorsque, dans des séminaires, je dis que vous ne pouvez rien faire pour arriver à cette conscience supramentale, mais vous ne devez pas rester dans l'attente. Donc, vous devez faire en ne faisant rien. Lorsque Lao Tzu disait que le sage devait faire sans faire, c'est ce qu'il voulait dire. Évidemment, ça n'a pas été compris, c'est sûr. Plusieurs ont décidé de rien faire, alors ils se disaient qu'ils faisaient sans faire, et d'autres ont décidé de faire en essayant de tenter de dire qu'ils le faisaient pour les autres, alors ils faisaient sans faire, c'est faux. Accomplir, c'est faire sans faire. Agir, c'est traverser des murs de briques au lieu de passer par les portes. C'est souffrir et c'est tenter de faire. Et chaque fois que l'homme agit, il y a une réaction contre lui qui s'appelle un retour karmique. Et l'homme, encore une fois, accomplit ce retour karmique. La nuance entre le mécanisme qui dit que l'homme ne doit pas se lancer vers la conscience supramentale et le mécanisme qui dit que l'homme ne doit pas rester dans la conscience astrale fait en sorte que l'homme ancien n'arrive plus à saisir s'il doit se lever le matin de bonne heure pour travailler ou s'il doit rester couché toute la journée pour pas avoir la peine de se recoucher le soir. L'accomplissement, cela veut dire se placer dans son intelligence, cela veut dire se recentrer dans son énergie. Pour se recentrer dans son énergie, cela veut dire être à l'écoute de tous ses plans. Cela veut dire que dans certaines situations données, réglées par le temps et par l'espace, vous êtes
vous sentez bien. Absolument bien. Et lorsque vous faites une action, lorsque vous prenez une décision, on va élaborer un peu plus sur les deux mécanismes de décision. Lorsque vous prenez une décision psychologique d'ordre émotif, réglée souvent par une fausse émotion. Il y a des vraies émotions, des fausses émotions. Si j'oublie, fais-moi revenir là-dessus. Lorsque, assujetti à de fausses émotions, vous bougez, les faisceaux d'énergie qui règlent vos plans passent à côté de vous et créent un être dissocié. Et ça, c'est ce que l'action de l'homme, la décision de l'homme émotif, l'homme ancien, l'amène à faire. Lorsque l'homme doit naître, quand devez-vous naître? Alors, est-ce que je dois décider de naître ou je dois attendre de naître? Le problème, c'est que c'est ni un ni l'autre. Mais à un moment donné, cela va être saisi. Ce soir, j'aborde. Dans d'autres conférences qui n'auront pas nécessairement rapport à ce sujet, on va quand même en parler. De plus en plus, il y a d'hommes, il y a de femmes qui sont en train de naître, qui se rapprochent de cette conscience nouvelle. Mais que doit-il faire? Tout et rien. Et c'est toujours de cette façon que les maîtres, que les anciens, que les antiques ont parlé. Alors moi, je vais clarifier ce tout ou rien. Je ne le ferai pas dans une heure. C'est impossible. Mais on va clarifier ce mécanisme de ce que nous devons faire. Il y a deux formes de naissance possibles. Il y a celle de l'intégration lente, douce. Celle qui va être vécue par la collectivité planétaire, celle qui est vécue par la majorité, celle où on laisse les événements agir pour nous, sans essayer de pressentir l'événement pour se diriger vers l'événement qui va nous rapporter le plus. Et il y a l'initiation par le feu, l'initiation rapide, qui oblige l'être humain à foncer. Et celui qui essaie réussit ou disparaît. Alors évidemment, pour sécuriser l'ego, la majorité vont vouloir passer par le cheminement long, doux et sécure pour deux raisons. La peur de disparaître et la deuxième raison, c'est qu'on étire le temps. Étirant le temps, l'ego reste plus longtemps dedans sa misère connue, donc dedans sa sécurité misérable. Lorsque l'homme choisit, l'homme ne choisit pas. Lorsqu'à un moment donné, vous vous dites « je veux naître », cela sous-entend que vous avez des connaissances de la naissance. Cela sous-entend que vous savez vers quoi vous devez naître. Cela sous-entend que vous savez de quoi vous devez partir. Mais jusqu'à quel point savez-vous ce que vous quittez et ce que vous allez chercher? Étant donné que les mécanismes de l'expérience de l'apprentissage mémoriel de l'homme font que celui-ci colore continuellement parce qu'il vit de fausses émotions, vous ne pouvez pas être apte à prendre une décision. Celui qui décide de lâcher une religion le regrette souvent. Celui qui décide de lâcher une religion en adopte souvent une autre. Celui qui décide de lâcher une religion, pour être sûr de ne pas regretter, se révolte contre les religions. Tous ces mécanismes sont des preuves de décisions émotives, de décisions régies par de fausses émotions, par de faux sentiments. Alors donc, il n'y a pas de choix à faire, il y a ce que vous faites présentement. Vous n'avez pas choisi de venir m'entendre en conférence. Parce que vous avez dû entendre parler de moi, savoir que je faisais des conférences, attendre un certain laps de temps pour être suffisamment mobilisé par la psychologie de votre mémoire pour finir par vous déplacer pour venir, ou être mobilisé par la mémoire d'un autre qui va essayer de vous inviter à venir. Ce que vous avez fait est pour vous une action et une décision pour l'ego. En réalité, vous avez simplement accompli des choses. Ceux qui viennent me voir, qui à un moment donné ne viennent plus, ne font que continuer à accomplir. Mais ils ne savent pas pourquoi ils viennent et ils ne savent pas pourquoi ils ne viennent plus. Alors ils vont dire parce qu'il est bon.
ceux qui viennent. Mais je suis pas bon. Je parle. Si vous n'avez pas les oreilles pour comprendre, je suis pas bon. Puis si vous avez les oreilles pour comprendre, je suis bon. En réalité, je suis pas bon. Je suis neutre. Si vous me trouvez bon, c'est que vous êtes bon. Puis si vous me trouvez pas bon, c'est que vous êtes pas bon. Là-tu qu'il trouve pas bon, là? Mais je prends les termes que ceux qui me jugent emploient. Lorsque vous ne me comprenez pas, c'est soit que vous êtes en inharmonie avec ce que je dis, et vous allez dire, il n'est pas bon. Alors, si je ne suis pas bon parce que je ne suis pas en accordance harmonique avec vous, ben vous n'êtes pas bon non plus, vous n'êtes pas en accordance harmonique avec moi. Alors moi, je ne fais rien d'autre que de parler. C'est tout ce que je fais. Le travail qui s'opère lorsque je parle chez vous, c'est vous qui le faites, pas moi. Je n'ai rien à voir. Lorsque l'homme essaie de prendre une décision, il la prend en fonction de ce qu'il sait d'une chose. Lorsque vous dites l'Union soviétique, c'est les communistes sont dangereux, pour pouvoir dire cela, vous devriez connaître l'histoire complète de chaque être humain qui a vécu en Union soviétique, depuis le début de la fondation de la fin des tsars aller jusqu'à aujourd'hui, de tous les millions d'êtres humains qui ont passé en Union soviétique. Et si vous connaissez la globalité de l'expérience de ces hommes, vous pouvez dire que vous savez. Sinon, vous savez d'un autre, d'un autre, d'un autre, d'un autre, d'un autre, vous ne savez rien. Et l'homme prend toujours des décisions à partir de choses qu'il ne le sait pas. Vous avez 8, 9, 10, 11, 12 points en faveur de quelque chose, puis le milliard d'autres points que vous ne connaissez pas, c'est pas grave. Alors, en fin de compte, vous prenez des décisions qui, de temps en temps, s'avèrent correctes et d'autres, à un moment donné, non. La fausse émotion chez l'homme, on va en parler parce que ce sont des mécanismes fondamentaux pour arriver à permettre à l'homme de comprendre le pourquoi il se fait manipuler lorsqu'il se conscientise. L'homme a des émotions. Et l'homme nouveau, apparemment, n'a plus d'émotions. L'homme nouveau a des émotions. L'homme nouveau a des émotions qui n'ont plus la faculté de venir colorer son intégrité mentale. Donc, l'homme nouveau a des émotions qui ne le perturbent plus. Tandis que l'homme ancien a des émotions qui le manipulent et qui le charrissent régulièrement. Qu'est-ce qui crée l'émotion chez l'homme? J'appelle le plan psychologique, le plan des désirs, le plan de la mémoire expérientielle, le plan de l'émotion. J'appelle tout cela le plan de l'astral. Le plan vibratoire de l'astral de l'homme est contenu dans ce que l'homme appelle l'âme. Et au centre de l'âme, il y a ce que nous appelons l'ego. L'endroit où va s'individualiser la conscience de l'homme, l'endroit qui va pouvoir dire « je suis » chez l'homme. L'endroit qui va dire « j'aime, j'haïs »,« je veux, je ne veux pas »,« j'aime encore, je suis tanné ». Cet endroit, c'est l'ego. Lorsque l'énergie de la conscience supramentale balaye les vents planétaires, elle touche l'homme. Et chaque fois qu'une énergie supérieure à l'âme de l'homme, donc une énergie espritique, une énergie reliée à l'esprit, pénètre chez l'homme, pénètre chez vous, elle se doit d'être intégrée par une conscience mentale. Si elle n'est pas intégrée par la conscience mentale de l'homme, soit parce que cette conscience mentale n'est pas suffisamment énergisée, soit parce qu'elle est inexistante, automatiquement, elle sera intégrée par l'ego, par l'âme, par l'astral. Et celui-ci, pour l'intégrer, se doit de la transformer parce qu'il ne peut la digérer. La transformant, il va en assimiler une partie qu'il appelle l'expérience de l'évolution spirituelle, et tout ce qu'il ne pourra pas assimiler, donc digérer, il va le rejeter à l'extérieur. Et ça, ce sera l'expression d'une émotion mal comprise chez l'homme. C'est une fausse émotion, c'est-à-dire que ce n'est pas une émotion qui peut prendre naissance intégralement et purement dans l'astral de l'homme. C'est une émotion qui va prendre naissance dans le mental, qui n'a pas suffisamment d'énergie pour intégrer la connaissance, et l'ego va devoir la digérer, la transformer, la colorer. Lorsque vous prenez certains sucres, lorsque vous mangez par votre bouche certains aliments, plusieurs de ces aliments ne sont pas assimilables par l'organisme.
et ils doivent être remétabolisés, ils doivent être transformés dans le système digestif. On doit soit briser les molécules pour en faire des molécules plus simples qui, à la suite de ce mécanisme, celles-ci pourront être absorbées par le corps. Et il y a des déchets. Dans cette digestion biologique, il y a perte d'énergie. On a besoin d'énergie pour digérer. Prenez du sucre blanc, par exemple. Votre corps a besoin de mettre plus d'énergie pour la digestion du sucre blanc que ce que le sucre peut amener en énergie. Donc, manger du sucre blanc, ce n'est pas s'amener de l'énergie, c'est perdre de l'énergie. C'est le même mécanisme au niveau de l'intégration des énergies mentales ou supramentales faites par l'ego. Cela veut dire ceci. Cela veut dire que lorsque vous avez une expérience qui est frappante, une expérience où lorsque vous dites, par exemple, je reviens avec l'enfant nouveau, ou lorsque vous dites à votre enfant, fais ta chambre, c'est un vrai bordel, puis je veux plus la voir comme ça. Et l'enfant te répond, t'es-tu à la face avant de me dire ça? Mentalement, cette énergie lancée par l'enfant nouveau serait intégrée par le mental qui comprendrait un paquet de mécanismes et il dirait à l'enfant, bon, c'est correct, je vais me laver, j'ôte mon maquillage, tu fais ta chambre. Mais vu que le mental n'est suffisamment pas énergisé chez la personne, cela descend au niveau de l'ego, de l'âme, de l'astral individuel de l'homme, et celui-ci, pour pouvoir assimiler cette énergie, se doit de la colorer, de la digérer, d'en briser des morceaux et de rejeter l'extérieur qui n'est pas assimilable. Alors automatiquement, il y a une émotion qui s'appelle la peur, qui va être transmuée en haine ou en colère. Et sachez que l'âme, que l'astral, disons l'âme pure de l'homme, ne peut pas connaître ni la haine, ni la colère, ni tout ce genre de choses. Ce sont des fausses émotions créées par un manque d'assimilation au niveau de l'énergie mentale chez l'homme. Alors c'est normal que l'homme dans l'Antiquité ait toujours vécu au niveau de ce plan émotif, parce que celui-ci n'avait pas de potentialité mentale, celui-ci n'avait pas de corps mental du tout ou suffisamment développé pour lui permettre de comprendre et d'assimiler les connaissances d'ordre mental au niveau de son plan d'évolution. Lorsque l'homme se conscientise, qu'est-ce qu'il fait? Il perd ses fausses émotions. Lorsque l'homme se conscientise, il est capable d'intégrer par le mental les mécanismes qui ont trait au mental. Alors, à un moment donné, il se passe quelque chose et normalement, l'homme ancien devrait se sentir triste. C'est un film sentimental ou quelque chose qui le touche. Ce mécanisme exprime chez l'homme ancien de fausses émotions. Ce sont des mécanismes qui ont trait au mental de l'homme, qui a la faculté de voir les choses comme elles sont. Et lorsque le mental de l'homme n'est pas suffisamment énergisé, cette énergie qui a été captée par les sens de l'homme est automatiquement apportée à la phase évolutive la plus avancée chez l'homme. Et si ce n'est pas le mental, c'est l'âme, c'est l'ego. Lorsque c'est l'ego, celui-ci va assimiler l'expérience et en même temps, il va mémoriser les déchets qu'il va rejeter et il va se sentir triste. Les larmes vont être sécrétées. Les larmes sont sécrétées par un système exocrine qui est relié à des mécanismes endocriniens complètement assujettis par le plan de l'astral au niveau du cerveau. Alors automatiquement, au lieu de regarder la chose comme elle est et d'apprendre, l'homme se sent triste, l'homme va pleurer, l'homme se sent mal, et l'homme va vouloir aimer plus les autres après. Il y a plusieurs choses qu'on va vouloir communiquer à l'intérieur de films. Lorsque l'homme nouveau observe le même phénomène, il comprend des mécanismes psychologiques, il regarde les choses, il voit des choses, et il comprend, et c'est tout. Il n'a pas d'émotions qui sont transmises. Pourquoi? Parce qu'il a assimilé dans le bon plan de son être-té ce qui devait être assimilé. Qu'est-ce qu'une émotion réelle? Une émotion qui peut être exprimée par une âme pure. Il ne reste plus grand-chose. L'âme pure va transparaître chez l'homme nouveau. Et la semaine dernière, je crois, on donnait l'exemple de l'homme nouveau qui est capable d'aimer une fleur et qui s'en fout si on la brise. L'homme nouveau qui est capable d'admirer un coucher de soleil et d'admirer le coucher de soleil suivant et l'autre après, et l'autre après, et l'autre après, et l'autre après, sans jamais les comparer ensemble, parce que ce phénomène de comparaison est un manque d'intégration mentale et donc un phénomène d'expression de l'intégration psychologique. Donc cela est mémorisé, cela est comparé, automatiquement l'homme peut aimer ou ne pas aimer. L'homme nouveau est capable, parce qu'il a une âme pure, qui n'émet pas d'émotions fausses. Il est capable
de se promener dans n'importe quel genre d'événement et de ne jamais voir son âme striée par les événements, c'est-à-dire que les événements ne viennent plus graver quoi que ce soit chez son âme. Parce que l'événement n'est pas une expérience pour l'âme. L'événement est une expérience pour l'énergie mentale. Tandis que l'ancien homme, l'homme ancien, a toujours évolué en pensant que tout devait servir d'expérience à l'âme. De prime abord, l'âme est parfaite, elle est pure et elle a une fonction très spécifique de permettre la structuration de l'énergie mentale pour pouvoir permettre à une énergie supramentale extraplanétaire de pouvoir venir expérimenter la matière par l'intermédiaire du corps physique de l'homme. Lorsque l'on dit dans la Bible que le Christ est descendu dans un corps de chair, pour ce faire, il devait descendre dans un corps de chair qui avait une âme pure. Lorsque cette âme expérimente la matière, étant donné que le mental n'est pas créé ou insuffisamment bâti, il est obligé d'expérimenter la matière, de constituer des mémoires volatiles, de constituer un ego. Lorsqu'il y a un ego, il n'y a plus d'âme pure. Et automatiquement, il expérimente, il croit évoluer. Il se crée des mécanismes sataniques, des mécanismes spirituels, et il évolue dedans. Jusqu'au jour où il va commencer à changer. Jusqu'au jour où il va commencer à ne plus souffrir. Parce que la souffrance est simplement un mécanisme de digestion de l'âme pure qui doit digérer des mécanismes qui ne sont pas pour lui. Donc, automatiquement, il se colère, il se pollue. Et on a la naissance d'un homme ancien. Les fausses émotions, ce sont toutes les émotions qui naissent chez l'homme suite à l'expérience de l'homme. Ce sont des émotions qui sont suscitées par l'extérieur. Et une émotion suscitée par l'extérieur n'est pas une émotion créée par une âme pure. Comprenez bien ceci. Lorsque vous observez un extérieur et que cet extérieur, vous baignez dedans comme dans de l'huile, quel que soit l'extérieur, cela veut dire qu'il n'y a plus aucun extérieur qui est capable de venir susciter quelque chose chez vous. Vous avez une émotion d'une âme pure. Lorsque on vous donne quelque chose et que cela vous fait plaisir, c'est la chose qui suscite chez vous quelque chose. Parce que si on ne vous le donne pas, vous n'avez pas l'émotion. Un âme pure a une stabilité émotive totale. Un âme pur ne vit pas des hauts et des bas dans son schéma d'expression émotif. Il n'est pas toujours heureux. Il n'a pas de bonheur. Il vit quelque chose de hautement supérieur à ce que l'homme essaie d'appeler bonheur. Il est stable totalement parce qu'il n'a pas d'ego. Et lorsque l'extérieur vient susciter chez vous une émotion, sachez que c'est une émotion qui est fausse. Elle n'est pas émise par l'âme, elle est émise par l'extérieur, qui, par le mécanisme du mélange de votre mémoire, de ce que vous avez appris, de ce que vous avez appris à aimer et à haïr, va faire en sorte que vous allez exprimer quelque chose. Ce n'est pas vous qui exprimez, on vous force à exprimer. Je n'ai qu'à sortir quelque chose devant vous pour donner mal au cœur à tout le monde. Je n'ai qu'à sortir une photo de quelque chose pour apitoyer tout le monde. Je peux donc décider quel genre d'émotions vous allez vivre. Ce sont des émotions fausses, vécues par l'ego, mais non pas pures. Et ce genre de mécanisme fait que l'homme va prendre des décisions suite à ce que son âme exprime, à ce que son ego exprime, et automatiquement, ce que l'ego exprime ne peut être que faussé parce que ce que l'ego connaît au niveau de l'expression d'une âme impure est la digestion de connaissances réelles dans laquelle on a éliminé les parties non assimilables par l'ego, et automatiquement l'ego, ce qu'il perçoit de cette réalité, ne peut être que des parties de la réalité, et l'ego continue à dire « c'est la réalité ». On ne peut prendre de décision authentiquement conséquentielle à partir d'une âme impure, pour la simple raison qu'on n'a aucune connaissance réelle de la réalité. On en a une connaissance digestive, digérée. Donc une âme pure, c'est un peu comme une mémoire vierge. Mais la Vierge, alors, quand elle a donné naissance à ce corps, à ce véhicule qui devait contenir la conscience christique,
est-ce qu'on peut dire qu'elle avait une mémoire vierge et est-ce que la femme nouvelle, en fait, devra avoir une mémoire vierge? Ça serait bon pour notre deuxième partie, ça, parler du rôle de la femme. Alors, on va vous inviter, surtout vous, mesdames, à poser de très nombreuses questions concernant le rôle de la femme. Comment vous entrevoyez ceci face à l'enfant nouveau? Maintenant, ne quittez pas parce que j'ai quelques annonces importantes à vous faire. Vous avez pu remarquer que sur le calendrier des activités du mois de décembre, supposément, ça devait être la dernière conférence ce soir de Daniel Kem. Mais c'est une erreur, un oubli. Il y en a une encore qui vient vendredi le 27 décembre et qui est très importante, qui finalise l'année et qui débute 86. Son titre, c'est la manifestation et l'intégration de l'énergie supramentale en 86. Donc les énergies